Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et aujourd'hui, contrairement à l'habitude, mon confrère Guy Barrette est pas présent. Malheureusement, Guy est retenu, en tout cas, il ne pouvait vraiment pas se libérer. Puis, pour différentes raisons, on a décidé quand même de faire l'enregistrement. Mon invité aujourd'hui, c'est François Beauregard. Salut Mario. Ça va bien? Oui. Donc, la première chose que François m'a dit quand il a su que Guy serait pas là, il dit « Oh my! Va falloir essayer de se limiter dans nos dans nos longues trajectoires. » Parce que un des rôles de Guy, pour ceux qui écoutent l'émission religieusement, savent que Guy est un peu celui qui nous ramène dans le droit chemin, ou en tout cas qui prend la peine, parce que je peux avoir la fâcheuse habitude de partir à faire des divergences sur divergences sur divergences, puis à la fin, ça fait peut-être pas des très bonnes émissions. Donc aujourd'hui, défi. Je vais essayer de rester avec une forme de convergence. Mais ça va être difficile, parce que, écoute, c'est pas la première fois, François, que t'es invité, hein? 4e, je pense. 4e ou peut-être même 5e fois. Puis, t'es un passionné d'informatique, autant que moi je peux l'être, peut-être même plus. Donc, quand on est passionné et qu'on se laisse emporter dans un sujet, c'est facile de commencer à pas diverger, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, à en dire plus souvent que peut-être que l'auditoire peut en demander. Mm-hmm. Mais je me souviens, moi, les échos que j'avais eus des missions précédentes, les échos étaient très positifs parce que un des talents que tu as, c'est d'être un bon vulgarisateur. Merci. Donc, de pouvoir assez clairement expliquer les choses qui peuvent, à la base, peut-être sembler complexes. Et aujourd'hui, on a un double défi parce qu'on va essayer de vulgariser ce que je pourrais résumer en disant qu'est-ce que c'est vivre dans un monde complexe. L'autre terme qui est beaucoup utilisé de Saint-Cy, c'est en référence avec un livre qui vient d'être publié dans la dernière année, Management 3.0. Mm-hmm. Alors, qui est l'auteur du livre? C'est Jürgen Appelo, qui est un Néerlandais, qui est assez actif dans la communauté agile, et puis qui a généralisé un peu les principes agiles à une organisation. Donc, Jürgen est un Néerlandais. Puis moi, écoute, on reste toujours en contact, puis ça fait quelques mois que je vois que, bon, premièrement, j'avais vu, soit à travers les blogs de Pixis, bon, juste pour les auditeurs qui sont pas familiers, François, t'es fondateur de la firme Pixis. Tout à fait. Donc, boîte qui a pas juste des bureaux à Montréal, mais des bureaux à Québec, et même à Genève. Et a même été l'embryon de ce qui est une firme qui est à Paris maintenant, UT7, pour pas la nommer. Mm-hmm. Et vous êtes dans l'agilité depuis plus de 10 ans maintenant. Mm-hmm. Puis, vous êtes reconnu comme des leaders en agilité. Puis, pour la petite histoire, tu étais un des premiers formateurs francophones qui donnait des formations certifiées Scrum. Ça remonte des années 2003-2004, dans ces années-là. Et de fil en aiguille, tu as continué votre cheminement, en tout cas, la boîte, cinquantaine d'employés. Puis, donc ça pour dire que moi, je suis le blog de Pixis, puis je voyais ces derniers mois l'intérêt, dans les derniers 6 mois, l'intérêt de beaucoup de monde chez Pixis pour le fameux livre de Jürgen Appelo. Excusez. Puis, ça fait partie des livres, je me disais, il faut que je le lise. Puis, je sais pas si c'était comme ça, mais moi, j'ai toujours une pile de choses à lire. Puis, heureusement, la pile elle rapetisse, mais il y a toujours d'autres livres qui viennent se rajouter sur le dessus. Uh-huh. Puis, dernièrement, quand j'ai vu que vous aviez même pris les droits Pixis pour donner la formation à Management 3.0, là, ça a comme déclenché en disant, là, il faut réinviter François pour qu'on se fasse une émission juste pour parler de Management 3.0. Puis, quand on a échangé pour discuter de ce qu'on parlait, t'as ramené ça, oui, Management 2.0, mais en le ramenant peut-être à une dynamique plus, justement, on va parler de qu'est-ce que c'est résoudre des problèmes dans un monde complexe. Puis, puisque finalement, nous avons parlé de complexité, il y a des fortes chances que notre émission soit complexe. Tout à fait. Ça se peut qu'on ait des concepts aussi qui sont difficiles à
à évoquer puis à vulgariser juste avec la voix, pas d'image, tout ça, ben on va faire de notre mieux pour essayer que ça soit le plus clair possible pour les auditeurs. Puis si, je dirais, je te faisais part, juste avant qu'on commence l'entrevue, que je te remerciais de m'avoir, en disant que tes blogs, j'ai à un moment donné, tu faisais référence à un petit vidéo de 18 minutes sur TED, la fameuse conférence qui est plus biannuelle maintenant, en tout cas, où est-ce que tu as un paquet d'enregistrements de 9 minutes ou 18 minutes, puis un des enregistrements sur lequel tu faisais référence, j'ai oublié le nom encore de la personne. C'est Tim Harford, Harford. C'est un économiste anglais. Donc lui, ce gars-là, Tim Harford, son 18 minutes est fabuleux parce que, puis ça se résume assez simplement en disant, écoutez, on a trouvé, les êtres humains, une façon fantastique pour résoudre des problèmes complexes, c'est d'essayer de regarder ce qui marche, de garder ce qui marche, puis de retirer ce qui marche pas. Et puis là, il donnait un paquet d'exemples où est-ce que cette technique-là, qu'on peut appliquer méthodiquement, fonctionne. Puis moi, ce que je trouvais fabuleux, c'est qu'à quelque part, il résume l'essentiel de ce qui est le fondement du mouvement agile. Puis il résume l'essentiel de ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons faire des essais, on va regarder ce qui marche bien, puis on retirera ce qui marche pas bien. Tout à fait, cool. Donc, dans les essais, tu me parlais, François, tu voulais peut-être commencer en expliquant un peu ce qui te motive dans la vie. Ouais, ben en fait, moi je suis une personne qui a de nature introspective. Je me pose beaucoup de questions sur pourquoi, qu'est-ce que je fais dans la vie, où ça, je veux mettre ma vie au service de... Tu as besoin de sens. Oui, j'ai toujours été à la recherche de sens. Puis, j'ai réussi à nommer assez récemment d'où venait ma passion pour le développement logiciel. Pour moi, le développement logiciel, il y a quelque chose d'absolument fascinant de partir de rien. C'est-à-dire, quand tu commences un projet de développement, quand tu as des nouveaux projets, tu as la chance de pas nécessairement toujours faire de la maintenance. Pour moi, le feeling de partir d'une page blanche, puis commencer à écrire des instructions, puis que tout doucement, cette chose-là prenne vie, puis devienne une solution, pour moi, c'est une des activités humaines qui existent aujourd'hui, qui est la plus créative. J'avais pas réalisé ça jusqu'à récemment, jusqu'à quel point c'est l'action de créer dans le développement logiciel qui, moi, me passionne énormément. Tu sais que je vois une analogie, je sais pas si tu as déjà lu le vrai livre de Frankenstein. Non. Écoute, le livre de Frankenstein, à la base, c'est l'histoire d'un savant qui veut se prendre un peu pour Dieu pour créer un robot, ou en tout cas quelqu'un à son image. Bon, le résultat sera peut-être pas tout à fait... mais à quelque part, ce que tu me parles, moi, ça me résonne en disant, c'est vrai, on se prend un peu pour Dieu quand on fait du logiciel, c'est-à-dire que on va créer quelque chose de rien, et à la fin, on va avoir une entité qui fonctionne et qui offre des services. Je pense que l'être humain, beaucoup des êtres humains, en tout cas moi, comme personne, j'ai constaté que l'activité de créer quelque chose, c'est quelque chose d'assez fort. Fait que ça me connecte toujours au métier de développeur de logiciel, même si dans mes semaines, depuis longtemps, l'activité de programmer ou de construire un logiciel, c'est une activité que je fais plus. Mais tu n'auras pas pu être créateur dans d'autres domaines que l'informatique. Par exemple, tu sais, je vais parler le fondateur du Cirque du Soleil. C'est un créateur à quelque part. Les gens qui sont dans le domaine artistique, tu sais, il aurait pu passer ce besoin de création-là ailleurs que sur... Certainement, mais j'ai trouvé mon pied là. Tu sais, moi, j'ai toujours cette image-là de l'adolescence, après que mon père m'a acheté un Commodore 64, de me retrouver avec 2-3 chums. Puis cette machine-là, même si on a 64K de mémoire, donc, puis, je me rappelle pas exactement, mais 39 kilos de mémoire utilisable, on réussit à créer des jeux quand même assez cool sur cette machine-là. Fait que pour moi, c'est dans le domaine de l'activité de développement logiciel que j'ai trouvé ma passion de créer. Mais le fait que la boucle de rétroaction est assez rapide, tu sais, mettons que tu fais une pièce de théâtre. Beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, ils ont un besoin à quelque part de reconnaissance. Tu fais la pièce de théâtre, à la fin, tu le fais principalement pour aller chercher les applaudissements, puis savoir des gens qui sont heureux et tout. Moi, ce qui m'a fasciné en informatique, c'est la boucle de rétroaction. Cette rétroaction-là, elle vient assez rapidement de l'ordinateur parce que tu pèses ces boutons, pouf, ça marche. Puis qu'est-ce que dit fondamentalement l'ordinateur quand ça marche? C'est
t'es bon, t'as codé comme faut pour que je fasse ce que tu m'as dit. On sait, l'ordinateur, c'est bête et stupide, c'est loin d'être un être humain, mais moi, ça me donnait une autogratification qui m'a plu, c'est pour ça qu'entre autres, l'informatique m'a attiré. Est-ce qu'il y avait un peu de ça aussi? Ben, c'est sûr qu'en plus, dans l'agilité, t'as le travailler en TDD, en développement piloté par les tests, ce cycle-là, il est excessivement raccourci. Ouais. Fait que quasiment à tous les 5 minutes, t'as des claques dans le dos, tu dis, t'es bon, mon ami, c'est vert. Puis moi, les sessions de programmation les plus qui sont la plus fortes dans ma mémoire de développeur, puis là on recule, comme je dis, quand même une couple d'années en arrière, c'est avec des collègues dans des projets quand on se faisait des demi-journées où on jouait, on faisait ça du TDD, mais comme un peu en ping-pong. C'est-à-dire, je code un test, tu le fais passer, tu codes un test, je le fais passer. Là, il y a comme une énergie qui se créait, là. Puis des fois, on finissait après 4-5 heures, on était mentalement, mais lavé, là, complètement. Mais totalement heureux. Totalement heureux. Puis tu te dis, tu regardes ça, tu te dis, mais dans d'autres projets, là, on a codé en 5 heures. Ça nous aurait pris 3 semaines, 1 mois. Il y a comme un état de flow qui s'est créé, qui est vraiment, c'est sûr, satisfaisant pour un être humain. Fait que moi, ça, l'activité de développement logiciel m'interpelle encore. Mais moi, François, tu me dis ça. Une des choses tu sais, si on posait la question, François Beauregard, puis une des choses pour moi qui est clé, puis ça fait partie, je pense, encore de la mission de chez Pixis. Tu sais, il a dit tout, un endroit où les gens sont heureux, peuvent s'accomplir et tout. Donc, elle vient où la dynamique de s'accomplir dans tu sais, ton but dans la vie, c'est pas juste construire du logiciel. Donc, la façon de le faire est importante aussi. Ben, pour moi, dans cette activité-là de création, il y a le résultat, c'est-à-dire de faire un logiciel pour moi puis dans ma mission aujourd'hui professionnelle, j'aime beaucoup le mot insoupçonné. Donc faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça veut pas dire nécessairement qui est énorme, mais produire un logiciel qui est inattendu, tu sais. Tu dis oh wow. Des fois on a plein de petites applis sur nos téléphones mobiles, puis c'est pas les applis nécessairement avec le plus de fonctionnalités qui nous apportent le plus de valeur dans nos vies. Donc moi il y a quelque chose dans le fait de faire un logiciel qui a de la valeur pour quelqu'un puis qui est insoupçonné, ça m'appelle beaucoup. Puis c'est sûr que quand je regarde les premières années de Pixis, l'autre élément qui est d'avoir une expérience enrichissante. Donc, dans notre mission, on dit combiner résultats insoupçonnés avec plaisir et qualité de vie. Donc, une organisation très collaborative. Puis le plaisir, la qualité de vie, c'était très, très, très fort dans les premières années de Pixis parce que Pixis a été créé de la frustration de ne pas avoir ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé diplômé en génie. Puis là, je me retrouve dans des organisations où on fait du logiciel, mais notre expérience de faire ça est pas terrible, tu sais. Tout informaticien a vécu des moments où il fait 60 heures ou 80 heures même dans sa semaine. Il est un peu déçu du résultat parce que la qualité est pas tout à fait là. Il laisse beaucoup de qualité de vie parce que il passe tellement d'heures que et ça, puis ça a été créé de faut changer ça. Donc, cette intention-là était très, très présente. Aujourd'hui, je pense que comme organisation, puis moi, comme individu, j'ai trouvé un meilleur équilibre dans la recherche de ces deux choses-là, qui est créer des logiciels qui sont insoupçonnés avec des clients et avoir une expérience formidable à le faire. Donc, dirais-tu que le balancier fait en sorte que là, vous allez mettre plus l'emphase sur le insoupçonné dans les années futures que sur parce que on peut prendre pour acquis que le plaisir à être ensemble et tout, c'est un acquis. Je pense pas que vous allez revenir en arrière à ce niveau-là. C'est un acquis, mais faut toujours être vigilant. C'est-à-dire qu'on peut se laisser prendre par la croissance, les projets qui peuvent être des projets qui nous interpellent beaucoup, puis de se laisser rentrer là-dedans. Si je parle à ma conjointe, là, j'ai pas toujours été équilibré dans ma vie, là. À quelque part, on pourrait dire que ce besoin d'équilibre-là, c'est fragile. Un peu comme, malheureusement, les gens peuvent expérimenter une société de droit où est-ce que les gens se respectent. C'est aussi quelque chose qui est fragile. On l'a vu dans des pays en Afrique, en quelques mois, pouf, tout a chamboulé, puis les voisins s'entretuaient.
c'est pas du tout au même niveau, mais on peut juste voir, nous, on vit un printemps un peu chaotique au Québec où est-ce que les étudiants contestent et quelque part, veut pas, où est la ligne entre ce qui est un état de droit, ce qui est plus un état de droit, c'est quand même assez fragile. Donc, ce que tu nous dis, c'est, même dans nos organisations, il faut faire attention, il faut être vigilant parce que c'est aussi fragile. Tout à fait. Puis on peut se laisser moi, tu sais, de me laisser bercer un peu par l'ivresse des buts, puis de faire des choses percutantes ou impressionnantes ou insoupçonnées. Là. J'ai fait ça dans ma vie. Donc c'est toujours quelque chose à rester bien vigilant. Mais par insoupçonné, moi, personnellement, de ce temps-ci, je travaille sur un projet. Puis la partie insoupçonnée, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce projet sur lequel je travaille, c'est que mon client ou mes clients, parce que rarement on a un client, là, un paquet de monde qui définissent qu'est-ce qu'il faudrait que soit le besoin. Ces gens-là, forcément, comme toujours, ils s'entendent pas, ils sont pas en consensus. Mais mon grand plaisir, c'est que le insoupçonné dans leur cas, eux, c'est que tout ce monde-là a une vision d'une grosse affaire, puis au fur et à mesure, en les faisant cheminer, c'est comme si on enlève des couches de besoins non nécessaires pour ramener juste à l'essentiel. Donc, l'insoupçonné, dans ce cas-là, c'est faire moins avec plus, ou en tout cas la simplicité. Ben, Google nous a enseigné ça avec l'engin de recherche au départ, qui s'attendait à ce que le logiciel qui allait être le point d'entrée, la porte d'entrée de l'Internet, ça allait être une boîte de texte avec un bouton, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que des fois, c'est le faire plus avec moins. C'est un principe avec lequel il faut être capable je pense, de jouer. Puis c'est pour ça que j'aime le mot insoupçonné plus que de résultats extraordinaires qui là appelle plus à une performance. Pour moi, dans insoupçonné, il y a une autre sorte de performance qui est l'effort judicieux en quelque part. Tu sais, t'as fait quelque chose de wow, c'est surprenant, on s'attendait pas à ça, mais tu t'es pas tué à l'ouvrage à faire ça. Ça s'est fait avec plaisir. Puis ta qualité de vie, tu l'as maîtrisé. Pour beaucoup de nos auditeurs, ils peuvent se souvenir les premières fois où ils ont mis en place un serveur de construction automatisé, intégration continue. C'est pas si compliqué à faire, ça demande un peu d'effort. Un coup c'est fait, là, ça roule jour après jour. On a un plaisir à le voir rouler, puis on se rend compte que finalement, c'était pas si ardu que ça. Je me souviens les premières fois qu'on lisait sur faire de l'intégration continue dans le fameux livre de Ken Beck, c'était comme t'es en train de me dire la souffrance qu'on va tous les 2 mois intégrer du code disparate d'un bout de l'autre, on va le vivre à tous les jours, donc les gens étaient peut-être rébarbatifs. On se rend compte aujourd'hui que non, de faire des boucles de rétroaction beaucoup rapides, puis d'avoir l'intégration continue, ça se fait bien, puis la mise en place du robot est pas si ardue que ça. Exact. Puis si on essaie de se diriger un peu vers le sujet d'aujourd'hui, c'est sûr que moi, dans cette histoire-là, où ce qui est important pour moi à travers l'entreprise que j'ai, puis l'activité que je fais professionnellement, c'est de faire des logiciels qui ont de la valeur pour quelqu'un, puis qui enlèvent une réelle souffrance, et d'avoir une expérience enrichissante, avec du plaisir, puis du bien-être là-dedans. C'est pas par hasard que je me suis beaucoup impliqué dans le mouvement agile. Parce que le mouvement agile, qui a commencé en 2001 avec le manifeste, puis tout ce qu'on a connu à travers les 10 dernières années, c'est clairement un mouvement qui s'aligne beaucoup avec ces choses-là, de transformer notre industrie pour la rendre plus... rendre le métier d'informaticien en quelque part un peu plus noble, puis aussi dans les principes, puis quand on regarde des valeurs agiles, on se retrouve plus dans mettre l'humanité là-dedans, l'humain au centre, de collaborer, puis de pas nécessairement souffrir là-dedans. Donc, le management 3.0, grosso modo, c'est adopter l'agilité et avec les changements que ça impose. En fait, si on regarde le mouvement agile, dans les 10 premières années, puis on arrive à 10 ans, on vient de passer 10 ans. Si on regarde les sujets des conférences, la conversation qu'il y a eu dans le mouvement agile, le type d'émission qu'on a fait ensemble, on discutait beaucoup de l'équipe agile, le projet agile. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un projet
une équipe est agile, donc la dynamique de petits groupes que Scrum a beaucoup amené avec le Scrum Master, des pratiques dans le quotidien d'un développeur que XP a beaucoup mis de l'avant, de dire qu'est-ce que ça veut dire faire. C'était un focus sur équipe. Exact. Puis là, à un moment donné, on se dit, mais ces équipes-là, elles existent dans une organisation. Donc, tu commences à te poser la question, quel type d'organisation fait que les équipes agiles vont se développer, puis vont en quelque part avoir du succès, puis versus dans d'autres organisations où là, l'agilité un peu est difficile et est un peu tuée dans l'œuf. Fait que ça c'est quand même assez récent, et c'est là où la contribution de Jürgen Appelo est pour moi extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était un des pionniers, évidemment pas le seul qui amène cette conversation-là dans la communauté, mais de se dire qu'est-ce que c'est une organisation qui fait que les équipes agiles peuvent se développer. C'est ça la question qu'on tente de répondre avec le management 3.0. Quels sont les principes de gestion? Puis le rôle, on va dans le rôle du gestionnaire. C'est-à-dire, si on recule en 2005, puis tu vas dans une conférence agile, puis je vais exagérer un petit peu, mais tu aurais demandé aux gens qui sont là, qu'est-ce que c'est une organisation agile? Une des parties de la réponse aurait été l'organisation où il n'y a pas de gestionnaire. Ouais. En fait, pour la communauté, le gestionnaire, c'était comme l'empêcheur de tourner en rond. Ouais. Puis ça, c'est grave, en quelque part. Pas étonnant que le gestionnaire, il dit, ouais, mais là... Puis de reconnaître la contribution du gestionnaire dans une organisation. On s'entend absolument entre une équipe et l'organisation. Moi, je pense que l'organisation va toujours gagner sur le long terme parce que la culture de l'organisation est souvent plus forte que... Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'avais un de mes premiers emplois que j'avais eu quand j'étais étudiant, j'avais eu un emploi d'été chez Bell Canada. À l'époque, c'était la grosse compagnie de télécommunications. C'est plus le cas maintenant, mais en 2010. Puis moi, j'étais petit jeune qui arrivait à l'université, puis là, on avait un job d'été. Puis je me souviens, il y avait un vieux monsieur avec des cheveux blancs, puis qui était mon superviseur, puis il dit, toi, il dit, vous êtes tous pareils, vous autres, les jeunes. Il dit, tu sais, à l'Auto-Québec, là, quand ils font les tirages des petites boules, là, il dit, vous arrivez, vous êtes une petite boule qui va bing, 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 puis là, vous frappez partout. Puis il dit, nous autres, il dit, on est ici depuis 20 ans, on a trouvé notre street, on bouge la petite boule, elle bouge juste un petit peu. Puis il dit, vous autres, vous essayez de tout nous bouger. Mais il dit, fais-toi-en pas. Il dit, tu vas finir par prendre ton petit rythme, toi aussi. Parce que, finalement, puis ce qu'il me disait, ce monsieur-là, c'est que l'organisation est bien plus forte que l'individu qui rentre, qui dit, ah, moi, on va changer les choses, on va faire les choses différemment. Je pouvais peut-être agir pour faire quelques petits changements. À l'époque, nous, c'était de commencer à faire utiliser des Macintosh dans une grosse corporation. C'était pas du coup, on commençait l'adoption du PC, puis là, le Macintosh, c'était encore plus mal vu. Mais c'était des tout petits changements, puis c'est sûr que la grosse organisation, elle ne changeait pas. Donc, à quelque part, une équipe agile, si elle comprend pas que, en tout cas, si l'organisation est très waterfall, c'est-à-dire elle est très dans un modèle organisationnel top-down, mais comment elle fait pour survivre là-dedans? Puis c'est sûr que ça va nous amener, si on essaie de se dire, OK, on a bien compris qu'est-ce qui est une équipe agile, quels sont les fondements de l'agilité, les valeurs, les principes qui font... Là, on se dit, on va les appliquer à une organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis par où on prend ça? Ben, la première chose que moi, dans la formation Management 3.0, que je dis, c'est que ça nous amène vers un point de vue différent face au management. C'est-à-dire que de regarder l'organisation comme quelque chose de plus organique, plutôt que le paradigme aujourd'hui qui est beaucoup utilisé, c'est le paradigme d'une machine. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça va nous amener à considérer l'organisation comme quelque chose de vivant. Et là, je leur dis, ça va amener le gestionnaire à prendre un point de vue, puis j'utilise la métaphore du jardinier. Donc, un point de vue de ton rôle, c'est d'entretenir, de faire grandir l'organisation. Il y a un concept de développement, plutôt que d'être dans un point de vue où tu regardes l'organisation comme une machine, qui est le point de vue qui est le plus généralisé, où là, la machine, c'est j'ai des entrées, puis il faut que ça produise le plus d'output possible. Donc, je regarde les individus comme des instruments de la machine. Puis on se fait prendre très, très profondément là-dedans. Moi, j'ai assisté
à des sessions dans des grandes organisations où tu as 5-6 chargés de projet qui sont complètement de bonne volonté. Là. C'est-à-dire, leur intention, c'est vraiment de livrer tout ça. Puis là, ils sont devant un plan de projet complexe qui ont construit dans un outil style Microsoft Project ou autre. L'outil, c'est pas important. Mais là, quand ils placent les activités, ben ça rentre pas dans le temps. On livre pas. Fait que là, forcément, ils veulent trouver une solution. Puis ça va super bien, mais le paradigme de la machine les emmène à déplacer des lignes. Et là, ils travaillent pendant 2 heures de temps à déplacer des lignes. Puis là, au bout de 2 heures, ils disent « Waouh, ça rentre! » Puis ces gens-là sont complètement de mauvaise foi, de bonne foi, excusez. Mais ils n'ont pas réalisé pendant l'exercice qu'à chaque fois qu'ils déplaçaient une ligne, il y avait un être humain avec un nom. Ouais. Tu sais, quand j'ai pogné Mario, là, puis j'ai dit Mario, je vais le remplacer pendant qu'il va être en vacances pour que ça rentre. Faut former peut-être quelqu'un. S'il va le former, ce gars-là, pour qu'il soit capable de faire le job pendant les vacances. Exact. Puis ça, c'est sûr que ça va nous amener le management 3.0 puis le management agile. On peut l'appeler management agile, mais de se dire, je vais faire une gestion d'une organisation avec un point de vue agile, ça va nous amener à questionner des choses comme ça. De se dire, comment on regarde les êtres humains comme des personnes uniques, des pièces non interchangeables, qu'on veut développer, faire grandir, et juste ça, je passe une demi-journée à parler des implications de ça. Tu reviens sur ta métaphore du jardinier. Le jardinier, c'est les individus qui fait pousser dans la métaphore ou le produit fait partie aussi c'est tout ça. C'est les deux. C'est-à-dire, puis pour moi, ça s'inscrit dans un mouvement général dans le management. C'est-à-dire, si vous êtes un peu attentif à ce qui sort de Harvard ces temps-ci, Steve Denning qui a écrit un bouquin qui s'appelle Radical Management. Il y en a d'autres. Si vous écoutez, là, toutes sortes de choses vont avoir tout un nom différent. Il y a le Extreme Management, le Radical Management. Il y a Jürgen avec le Management 3.0. Il y a Mintzberg à Montréal qui véhicule des idées nouvelles au niveau du management. Donc, on sent que tout ça s'inscrit dans ce changement de point de vue-là. Évidemment, chacun arrive avec son ensemble de pratiques, des principes spécifiques pour y arriver, mais je pense qu'il faut constater, en fait, c'est utile de voir que il y a quelque chose qui veut émerger dans les pratiques de management, puis qui est un changement profond dans la façon dont on regarde notre rôle comme gestionnaire. Moi, je me définis comme un gestionnaire aujourd'hui. Comment je définis mon identité dans une organisation? Est-ce que je suis celui qui optimise la machine ou celui qui prend soin de ce qui vit dans la machine? OK? Puis je regarde ça comme un réseau d'individus dans une organisation apprenante qui essaie de créer de la valeur. Une organisation, c'est ça, c'est de mettre des individus ensemble pour créer une valeur. Mais là, quand tu expliques ça, je ne sais pas si ça fait partie des points que tu abordes, mais à quelque part, est-ce que vu que les organisations sont complexes, il me semble que le principe de se positionner comme gestionnaire en disant « Ah, je vais trouver la recette parfaite », c'est pas une solution viable. Il faudrait peut-être que les gens acceptent le fait qu'il va falloir qu'il y ait un système essai, erreur et apprendre ce qui marche, garder ce qui marche, enlever ce qui marche pas pour toujours, finalement, modeler ou mettre en santé leur fameux jardin. Est-ce que tu vas aborder ça aussi? Exact, on se dirige vers ça. Mais pour moi, il y a 4 fondements que j'ai identifiés aujourd'hui qui sont les fondements, forcément, ma pensée est toujours en évolution, de qu'est-ce qui fait qu'une organisation va être agile, okay, puis qui va intégrer les valeurs et les principes. C'est les 4 choses suivantes. L'équipe comme élément structurant. C'est-à-dire de reconnaître que le tissu social de 5 à 9 personnes, c'est un tissu social qui a des particularités qui est utile pour construire une organisation. On pourra en parler si on a le temps un peu plus, mais de reconnaître l'équipe comme quelque chose... On va en parler parce que moi, je vais t'amener sur les... Reconnaître, pour moi, c'est un des fondamentaux. Reconnaître l'équipe comme
comme un building block, c'est Ouais. juste le mot anglais en tête, là, comme un élément structurant de l'organisation. Puis de voir l'organisation, moi je regarde mon organisation comme un réseau d'équipes. Ultimement, c'est un réseau de personnes, mais le réseau le système social de 5 à 9 personnes, je pense que c'est quelque chose d'utile pour bâtir une organisation. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est la culture d'agilité. Donc, de prendre le point de vue que je parle de regarder l'organisation comme quelque chose d'organique. Tu sais, c'est quoi, en plus, les valeurs puis les principes que l'agilité nous suggère de mettre en œuvre dans une organisation. Puis je vais détailler un petit peu là-dessus parce que il y a beaucoup de mésinterprétations sur la culture agile aujourd'hui, puis beaucoup de dogmatisme que je pense que c'est utile de démystifier. Le développement humain, c'est le troisième élément, c'est-à-dire que de reconnaître que un être humain, un adulte, continue de se développer tout au long de sa vie. Tant au niveau de C'est quasiment des piliers, là. C'est vraiment, je les appelle des fondations. OK. Donc on a dit équipe, culture d'agilité, le développement humain. Puis la quatrième? C'est la pensée complexe. La pensée complexe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire de reconnaître que notre monde est complexe et il n'est pas linéaire. Donc, de voir qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans le temps qu'on ne sait pas nécessairement produire, prédire, et tout ce que tu disais tantôt. C'est ce que le monsieur Harford, là, dans sa présentation. Ça va nous amener vers, je peux pas prédire exactement ce qui va se passer, donc je vais avoir une pensée où je vais faire de l'essai-erreur et d'autres. Donc, avoir l'humilité de se dire, je ne suis pas assez, j'aurai jamais l'intelligence de réussir à trouver la formule parfaite pour résoudre, trouver une solution parfaite pour résoudre toutes les variables que j'ai à contrôler parce que j'en ai trop, mais avec un processus empirique, d'essai et d'erreur, je vais être capable de trouver un chemin le plus optimal, que je suis pas sûr qu'il va être le plus parfait, mais au moins qui va me permettre d'avoir une solution, puis me permettre au moins d'améliorer la valeur globale de système. Fait qu'on peut essayer de décliner un peu ces 4 éléments-là rapidement. Pour moi, la culture d'agilité, pour moi, c'est la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la culture. Moi, ça me fascine comment on répète le mot culture d'entreprise dans les conversations dans les entreprises, mais comment assez peu de gens comprennent qu'est-ce que c'est. Puis tu leur dis, mais de quoi tu parles quand tu parles de culture? Puis moi, ça me fait toujours penser à une blague d'Yvon Deschamps. C'est comme, moi, l'anglais, je le parle très bien, mais je le comprends pas. Fait que là, le monde parle de culture, mais c'est quoi la culture? Mais on pourrait-tu remplacer le mot culture par des valeurs communes? Ben, ou ça serait trop simplifié? Je pense que c'est trop simplifié. Mais c'est comme fondamental, me semble. En tout cas, il y a des valeurs dans une culture d'organisation. C'est clair. Puis pour moi, c'est de reconnaître aussi l'aspect organique de ça. C'est-à-dire, si on regarde une entreprise, qui est un type d'organisation qu'on connaît tous, ça commence autour d'un entrepreneur. Forcément, il y a quelqu'un quelque part qui va influencer fortement les valeurs de l'organisation. Pas juste les valeurs, c'est le projet lui-même. Ouais. Il est ancré dans ses valeurs. C'est-à-dire, toi, quand tu penses à par exemple, ton idée, ton produit, il cherche à résoudre un problème qui t'interpelle dans tes valeurs. C'est pas n'importe quel problème. Non, tout à fait. Fait que, forcément, déjà, le projet d'entreprise amène des choses, puis l'entrepreneur, donc l'individu, puis ça c'est vrai pour chaque individu, puis ça c'est dans mes croyances, chaque individu se construit à travers son expérience de vie. C'est-à-dire que à l'adolescence, dans la jeunesse et plus tard, on vit notre vie, puis dans notre vie, il y a des journées où on a des expériences qui nous émerveillent, il y a des journées où on a des choses qui nous indignent, il y a des choses qui nous font mal, il y a des choses qui nous font ainsi de suite. À travers cette expérience-là, un peu à notre insu, forcément, on se construit comme personne. Donc, notre façon de voir le monde se construit à travers notre expérience, puis ça nous amène à avoir des valeurs et des principes qui nous dirigent. C'est-à-dire, parfois, il va se passer un événement, puis là, tu vas te sentir un peu en réaction. Et des fois, tu ne pourras pas le nommer.
Parce que dans ton expérience, il y a eu à un moment donné une situation forte pour toi. Ton cerveau l'a enregistré, puis là, il y a quelque chose qui appelle à ça, qui te fait réagir. Puis, comme être humain, faut se rendre compte qu'on n'est pas super conscient de ça. C'est-à-dire que comme être humain, d'être capable de nommer ses valeurs, tu sais, de dire, ouais. OK, c'est quoi mon système de valeurs? Puis d'en avoir conscience, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. C'est-à-dire, on utilise aussi ce mot-là, ça c'est contre mes valeurs. Mais de quelles valeurs tu parles? Donc ça, Tes valeurs forment ton identité fondamentalement. Exact. Puis ça, c'est très lié au pilier du développement humain. Développer ta propre conscience de tes valeurs, être capable d'écouter quelqu'un d'autre qui a des valeurs différentes, puis d'être capable de pas être trop en réaction, ainsi de suite. Ça c'est du développement. Tu sais, si on essaie de regarder un peu le développement d'un être humain, ça commence. Tu sais, à l'adolescence, là, on va prendre un exemple simple. On a un dicton qu'on dit perception is reality. Ouais. Mais à l'adolescence et avant, c'est carrément vrai. C'est-à-dire que l'être humain, à ces étapes-là de développement, il n'est pas capable de tenir en même temps dans le cerveau la perception puis la réalité. Le fait. C'est toute la même affaire. Mais François, À un moment donné, tu dis, on a une illumination de dire, il se passe telle affaire. Puis, en fait, c'est ma perception. Il y a le fait, puis la perception, puis je suis capable de les identifier les deux en même temps, puis de les nommer en même temps. Puis d'avoir une conversation à propos de ça. Ça, là, ça rouvre une myriade de possibilités dans la conversation. Après ça, il y a toute la conversation d'introspection sur, mais c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon système de valeurs à moi comme individu? ça se peut-tu aussi que pour certaines personnes, de faire cette distinction-là, finalement, ils restent toujours un peu enfants, même s'ils sont des adultes aujourd'hui. Je pense à Piaget, puis je ne sais pas sur quelle base il donnait ces chiffres, mais il disait l'âge mental moyen de la population est à peu près un âge mental de 13 ans. On sait qu'à 13 ans, c'est là que les individus commencent à faire un peu d'abstraction, c'est-à-dire commencent à travailler avec des variables. Par exemple, en mathématiques, avant ça, on ne peut pas leur enseigner ça. Puis, donc, ce qui veut depuis des règles des règles de 3. Puis on sait que, malheureusement, pour une partie de la population, une règle de 3, ils sont jamais capables de l'assimiler parce que ça dépasse leur capacité d'abstraction. Donc, malheureusement, est-ce que ça se pourrait que dans notre population, il y a des gens que perception is reality, puis ça va toujours être juste ça. C'est peut-être très négatif ce que je dis, là, quelque part. Moi, j'aime mieux opérer à partir d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, il y a des gens, probablement, il y a des gens qui ont des maladies mentales, puis toutes sortes de choses qui sont dramatiques. Moi, ce qui est plus utile... Moi, j'étais plus radical que ça. Je disais juste du monde bien ordinaire, gentil, tout, qui ont des belles qualités humaines, donc qui ont une intelligence... avec des qualités d'intelligence autres que l'intelligence logique ou l'intelligence de faire des abstractions, parce que l'intelligence c'est plus vaste que juste ça, mais que par exemple peut-être la partie de faire des abstractions, puis c'est pas leur grande force. Donc comment ces gens-là vont être capables de se dissocier puis de porter ce jugement critique-là par rapport à c'est quoi mon champ de valeur, qui je suis, pour faire l'introspection. Moi, ce qui est utile, je pense, c'est de saisir quels sont les mécanismes de développement d'un être humain, puis de les activer. Comme ça, chaque humain va aller chercher son plein potentiel. Puis, quel est son plein potentiel de Mario versus celui de François? Mario n'a-tu plus, moins que François? Il est différent. Cette question-là, moi, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est, puis surtout comme gestionnaire d'une organisation, c'est quels sont les mécanismes qui font qu'un être humain se développe, puis de faire en sorte qu'ils sont présents dans mon organisation pour augmenter le niveau de conscience, la qualité des conversations, la qualité de la résolution de problèmes, et ainsi de suite. Fait que si je reviens un peu à l'évolution, c'est tu dis, à un moment donné, un être humain, il est capable d'avoir une conversation dans laquelle il distingue à la fois le fait, la perception et comment il construit cette perception-là. Donc, après une certaine introspection où la personne a identifié à travers ses comportements, commence à nommer ses valeurs. OK? Donc, tu dis, puis là, tu dis, j'ai agi de même à cause de... Puis là, j'ai le nommé. Donc, c'est à ma conscience.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, François. Moi, la seule objection que je ferais, si je me ferais un peu l'avocat du diable, c'est, comme je te dis, je suis pas sûr que c'est donné à tous les individus sur la planète de pouvoir avoir cette capacité-là, de pouvoir prendre ces trois variables-là et de les assimiler puis de les travailler avec. Puis je porterais même le jugement si je regarde les organisations, parce qu'ultimement, on pourrait dire que l'organisation pourrait faire la même démarche, le groupe lui-même. Je suis pas sûr s'il y a il y a probablement une partie des organisations qui seront jamais capables de la faire parce qu'ils n'ont pas le niveau de maturité pour arriver à faire ça. Moi, je la regarde différemment. C'est-à-dire que je dis, il y a une très grande majorité d'êtres humains qui ont ce potentiel-là en Oui, sur 8 milliards, il y en a facilement il y en a 3-4 milliards. probablement même plus. Peut-être plus. Qui suis-je pour... Exact. Puis c'est comme je il y a peut-être 8 milliards sur 8 milliards, tu sais. Ben, comme je dis, il y a probablement des personnes qui ont malheureusement des maladies mentales qui fait mais comme je te dis, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'être humain se développe, puis de saisir ça, puis de maximiser le développement. C'est-à-dire quel genre de choses je vais mettre en place dans mon organisation pour que les gens se développent. De faire en sorte que le développement des êtres humains, ça soit un impératif stratégique dans mon organisation. Ça, le développement des êtres humains, ça fait partie de ton second pilier. Yes. Mais c'est deux piliers assez liés qui nous permettent de comprendre déjà si un être humain a développé la conscience de ses valeurs. OK? Ce qui va se passer, c'est qu'il va s'identifier très, très fort à ça. OK? Donc, à un moment donné, comme je te dis, je suis capable, à travers des mécanismes, de dire, dans telle situation, il s'est passé telle chose, puis j'ai construit ma perception, je l'ai perçue de telle façon, et c'est à cause de mon système d'interprétation qui est comme ça, avec mes valeurs, et ainsi de suite. Donc, j'ai saisi ça. Mais ça devient mon identité. Donc, quand je suis en conversation avec quelqu'un en avant de moi, qui a un système de valeurs différent, voire même des valeurs certaines valeurs en opposition, je vais être en forte réaction. Comme être humain, on se rend pas compte de ça, mais on se sent attaqué dans notre propre identité. Tu parlais des grands conflits en Afrique du Nord, puis tout ça. Ben, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que j'ai mes valeurs, j'ai les nomme, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui a des valeurs différentes, donc, moi j'ai raison, lui il a tort. C'est un autre niveau de développement de l'être humain, d'être capable de se dire, mais de l'autre côté, là, il se passe exactement la même affaire. C'est-à-dire qu'il y a un fait. Il y a ma perception, comment je construis ma perception, puis l'autre bord, il y a le même fait et perçu différemment avec une interprétation complètement différente. Donc, d'être capable, en quelque part, comme être humain, de regarder, ce que j'appelle regarder le monde avec les yeux de l'autre. Et de tenir à la fois, de dire, je réagis comme ça maintenant, parce que son comportement est interprété différemment avec ses valeurs, puis c'est des valeurs qui sont en opposition des miennes. Mais quand je suis capable de tenir ça à ma conscience, là, je suis capable d'encore une fois élever le niveau de la conversation encore plus haut. Parce que je vais pouvoir dégager ça de mon identité. Je suis capable de dire, hey Mario, en fait, il s'est passé telle affaire, puis je comprends que tu l'interprètes différemment de moi. Puis là, on peut avoir une conversation à propos des valeurs qui nous animent, puis peut-être s'influencer, plutôt que moi, je suis en réaction complètement face à tes valeurs. Sauf François, ça demande des gens assez matures, assez conscients. Parce que moi, quand tu me parles, ce qui me vient en tête, c'est avant même que les gens soient capables, dans l'écoute, de reconnaître que, j'ai un discours, il y a quelqu'un devant moi qui a des valeurs différentes, puis je dois rester ouvert. Il y a beaucoup de monde dans notre société, ils ont même pas la capacité d'écoute. Ils sont même pas capables de voir que l'autre est différent. Ils ouvrent même pas la porte pour dire, je vais écouter. Ils sont tellement centrés sur... Mais ça fait mon point, Mario. C'est justement pour ça que je considère que les organisations qui vont être les organisations les plus agiles et les plus capables de faire face aux problèmes complexes, c'est les organisations qui vont mettre le développement de leurs êtres humains comme un impératif stratégique de leur organisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, les êtres humains qui sont sur la planète, c'est les êtres humains qui sont sur la planète. On changera pas ça. On changera pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui puis demain qui fait qu'on se dirige ensemble vers plus de conscience? Quelles sont les pratiques organisationnelles que je vais mettre en place pour développer ce niveau de conscience-là? Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si une organisation réussit à faire
à rendre ces gens plus conscients, à être plus ouverts à l'ouverture, à des points de vue différents, elle va être beaucoup plus agile parce qu'elle va avoir des gens qui ils vont avoir dans leur gène ce qu'il faut pour être capable d'être en processus d'essai, erreur, continuelle. Ils vont être capables d'être dans des conversations, dans des problèmes beaucoup plus complexes. En conclusion, pour moi, c'est l'organisation qui fait en sorte que les êtres humains se développent et qui sont capables d'avoir des conversations de plus en plus complexes face à des problèmes complexes. Comme j'ai dit en plus, où on reconnaît que nos équipes sont de plus en plus multiculturelles, donc on mixe des individus avec des systèmes de valeurs vraiment différents. Donc, ils sont capables de fonctionner puis d'être des équipes optimales, puis d'aller chercher la richesse de chacun. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel trop peu d'organisations mettent une emphase. Et pour moi, c'est l'impératif stratégique. C'est-à-dire, pour faire face à un environnement de plus en plus complexe, je pense que les organisations devraient mettre une emphase beaucoup plus grande sur ça. Puis, on pourrait passer plusieurs heures à parler des mécanismes de développement de la conscience. On en parle de quelques-uns dans la formation. Juste pour que les auditeurs aient un petit peu une saveur de qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Pour moi, c'est de favoriser que les individus tout le temps aient une conscience de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que être conscient de quand je fais quelque chose ou je donne une réponse à une question, mais que la personne développe. Mais quelle est la perception ou qu'est-ce qui m'amène à dire ça? À dire que, par exemple, le Visual Studio, c'est le meilleur outil du monde. OK, mais en quoi et pourquoi? Et de favoriser que les gens développent ce que j'appelle déjà de nommer leurs croyances comme des croyances plutôt que des vérités qui tombent sur la tête du monde. Parce qu'on aime beaucoup ça, mettre les choses comme un fait. Hein? Exact. C'est un fait. C'est une vérité, en fait. Ouais, et que ça, c'est une vérité. Exact. Mais de reconnaître que c'est ma vérité. C'est pas de la nier, mais c'est de reconnaître que c'est ma vérité. Puis d'être capable de juste nommer. Ça ouvre une qualité de dialogue beaucoup plus grande. Et vous, comme gestionnaire, de justement toujours poser les questions curieuses qui amènent à la personne à s'exprimer. On fait un atelier dans le cours, justement, pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire poser des questions curieuses versus des questions qui ont pas une écoute profonde. Puis on se rend compte tous que comme gestionnaire, là, on est très, très programmé pour résoudre des problèmes. Donc, face à quelqu'un qui nous amène un problème, on veut le résoudre. On veut le résoudre. Puis c'est une séduction très, très forte. Fait que même si je leur dis, on fait un atelier, puis c'est juste un atelier. Je leur dis, vous avez juste le droit de poser des questions, pas de réponses. On veut donner des réponses. En fait, c'est pire que ça, c'est qu'on met les réponses dans les questions. Ah oui. Ça veut dire, quand je te dis, as-tu pensé à telle affaire? C'est une suggestion cachée dans une question. Ouais. De poser des questions authentiquement curieuses pour que la personne amène à reconnaître c'est quoi le raisonnement qui l'amène à cette perception-là. C'est une qualité qui est, à mon avis, sous-développée dans nos organisations. Donc, comme gestionnaire, de se l'appliquer à soi-même, puis d'être attentif dans les conversations auxquelles vous êtes dans votre organisation, de dire, quand quelqu'un nous dompe une vérité, mais parle-moi de qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Pourquoi tu dis ça? Et ça, c'est des petits gestes concrets qui vont petit à petit amener les gens à être de plus en plus conscients. Après ça, on peut mettre des mécanismes plus accélérateurs. T'es conscient que c'est un méchant défi que tu proposes aux organisations parce que c'est de continuer à former les gens, à les faire évoluer dans leur parcours de vie. S'il y en a pour 30 ans, 40 ans, 50 ans travailler dans une organisation. Et pour beaucoup d'organisations, on avait indiqué ça en disant de toute façon, les individus sont interchangeables et ils resteront pas. D'après 3 ans, ils vont s'en travailler ailleurs. Donc, on avait indiqué toute cette vision-là en disant, écoute, je prends des gens déjà formés, puis c'est des unités de production, je les mets dans la machine, puis j'espère qu'ils vont me sortir beaucoup de saucisses au bout. Exact. C'est un changement radical.
Et on va prendre ça une journée à la fois, une personne à la fois. Pour moi, c'est pas de faire la grande révolution des organisations demain matin. Mais c'est comment on peut commencer dans les organisations à créer cette préoccupation-là avec où est rendue l'organisation. Il y a des organisations qui vont être plus ouvertes, puis qui vont mettre des moyens plus conséquents pour faire ça. Fait que si on reshift sur la culture, c'est là on est parti de la culture, puis on a ouvert une grande parenthèse sur le développement humain. Ouais. Et on parlait de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur a ses valeurs. Et les personnes qui vont se sentir interpellées par le projet, ben, ils ont des valeurs, leurs valeurs à eux, mais ils ont certainement une compatibilité. C'est-à-dire que toi, tu démarres une entreprise demain, Mario, si j'ai le goût d'aller travailler avec toi, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton projet qui m'interpelle. Ouais. Surtout si j'ai un niveau de conscience élevé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans les valeurs. Là, j'ai le goût de mettre ma prochaine année ou mon prochain 5 ans au service de ce projet-là qui m'interpelle. Les valeurs qui sont véhiculées par ça, ça m'appelle. Donc, ça constitue la culture organiquement. OK? C'est-à-dire que les personnes qui se réunissent arrivent avec leurs valeurs, puis leur histoire ensemble commence à constituer des principes de fonctionnement. Et ça, c'est la culture d'une organisation. Et il faut reconnaître que c'est en constante évolution, même si on met ça sur des laminés sur le mur. Donc, c'est comme un être vivant. C'est un être vivant. Et ça, c'est une grande erreur que les organisations font. C'est-à-dire que les organisations, souvent, dans leur échelle, ils pognent 5 ans ou 7 ans, puis ils disent, on veut comprendre, on va faire un exercice de valeur, puis ça. Puis là, on dit, c'est done. C'est-à-dire, on a mis ça sur des beaux laminés, mais malheureusement, vous allez contre les lois de la nature. La nature fait que c'est pas done, parce que il y a des individus qui vont partir, il y a des individus qui vont arriver, il y a des événements qui vont se produire dans votre organisation qui font évoluer votre culture. C'est quelque chose de très organique. Évidemment, ça change pas radicalement du jour au lendemain. Mais il y a des événements difficiles dans la vie d'une organisation qui peuvent avoir un impact qui change les valeurs. Par exemple, nous, on était à un moment donné où on a eu une performance économique difficile, puis on a dû congédier des personnes. Dans les valeurs de Pyxis, congédier des personnes, c'était un événement tough. Et c'est sûr que ce jour-là, quand on en parle aujourd'hui, ça conditionne nos valeurs, puis on veut pas revivre ça. Et que ça va conditionner un peu comment on va vivre au quotidien. Donc, la chose importante, c'est de reconnaître que les valeurs et les principes de fonctionnement, c'est quelque chose d'organique qui évolue. Puis moi, avec mon background d'architecte, François, je voyais facilement un conflit qu'il peut y avoir dans la culture, elle s'est bâtie organiquement. Des fois, sans avoir une pensée si structurée que ça. Mais, comme tu disais, à certains moments, on veut laminer. Puis on dit, OK, là aussi, on va créer notre structure organisationnelle avec une structure souvent hiérarchique parce que on est vraiment dans un modèle où est-ce qu'on va contrôler. Et donc, on a la division des ventes, marketing. En tout cas, on va la structurer souvent dans un modèle classique qui est plus sur les différents grands segments qu'une entreprise a besoin. Mais moi, où je vois le gros défi, c'est si un de nos piliers, c'est les équipes. Puis, moi, un des patterns un des livres que j'ai beaucoup aimé lire dans ma vie, c'est le livre de Jim Copeland sur Pattern of Organizational Behavior. Tout à fait. C'est un très bon livre, d'ailleurs. Puis, un des patterns là-dedans qui m'avait frappé et qui m'a porté beaucoup à réflexion, je me souviens pas exactement du nom du pattern, je le retrouve là, mais ça l'aiderait quand je veux citer. Mais grosso modo, ce qu'il disait, ce pattern-là, c'est que l'architecture dicte comment vont s'organiser les équipes. Ça, c'est assez flyé. Donc, l'architecture, donc les dépendances techniques vont formaliser comment vont se faire les équipes. Ça, c'est un point de vue très systémique. C'est très systémique. On va parler de la systémique. Mais là, si tu regardes ça, puis on dit, OK, donc, puis moi, si je dis que mes équipes, c'est au cœur, je ne pourrais jamais ignorer cette règle-là. Non. Donc, je voudrais que je m'assure que mes dépendances entre mes différentes lignes de produits, faut que ça permette qu'il y ait des équipes. Et en plus, si les équipes doivent être multidisciplinaires en ayant des gens qui sont des ventes, marketing, conception du produit, design,
pour favoriser ce pilier-là, de dire, je crée des équipes de 10 personnes, des petites équipes, mais très multidisciplinaires, je vais avoir une réflexion très importante à faire sur comment j'organise mon organisation. Puis ça, il y a 3 millions de livres qui ont été écrits là-dessus, les organisations matricielles versus... donc, mais, veut pas, on va retomber au cœur de tout ce qui est comment je fais évoluer une organisation pour la passer d'une petite organisation de start-up à une organisation qui grossit, qui continue à être agile à quelque part. Et forcément, la structure des équipes, elle va devoir évoluer dans le temps. En plus, c'est pas gelé. Exact. Puis ça, ça peut être... la structure d'équipe qui nous sert bien aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne structure d'équipe qui va bien nous servir dans 2 ans. Donc, il faut être prêt à faire des choses dans une organisation agile qui vont remodeler l'organisation significativement à un moment donné. C'est-à-dire, la structure des équipes qu'on avait il y a 2 ans, là, il faut qu'on jette ça à terre et qu'on remette une nouvelle structure. C'est ardu à faire parce qu'à quelque part, mettons qu'on a des équipes qui utilisent un framework comme Scrum, ils deviennent quasiment institutionnalisés, ils ont leurs identités fortes. Puis souvent, les gens vont même dire, ben écoute, faites surtout pas la gaffe. Quand vous avez une équipe qui est performante, cassez-la pas. Essayez de continuer. Mais avoir le recul pour dire non, faut que je la casse parce que c'est comme ça que je vais passer à une autre étape dans ma structure. Quand je vais réoptimiser encore plus mon organisation, c'est des décisions vont être très ardues à faire. Et de là, la nécessité que les leaders de l'organisation aient un point de vue systémique. Pour être capable donc là, on embarque dans ton 4e pilier. Je sais pas si tu voudrais le traiter tout de suite ou tu aimerais mieux traiter ton 3e pilier. On va clôturer l'aspect culture. Ah, OK. On va faire le tour comme il faut. Parce qu'on a parlé de développement humain, on a parlé de culture, puis là, on comprend comment une culture se construit. Et là, on dit, OK, mais la culture d'agilité. Et ça, pour moi, ça a été une grande réalisation, c'est de dire, le but n'est pas de créer une culture agile. OK? Ça ne veut rien dire, de toute façon. Pour moi, l'organisation, elle a sa culture. Et le point de vue que je pense intéressant, c'est de regarder les valeurs puis les principes agiles et comment je peux les intégrer dans ma culture. Et ça, pour moi, ça amène aussi toute une richesse d'ouverture. Parce que ça me permet de sortir du dogmatisme de l'agilité. Si je te dis l'organisation agile, c'est l'organisation avec voici la liste des valeurs et voici la liste des principes. Là, je suis en train de te dropper le dogme agile. Pour moi, ce qui est plus généreux, je pense, c'est de dire, ben, ta culture d'organisation, c'est ta culture d'organisation. Voici les principes et les valeurs de l'agilité, lesquelles sont pertinentes pour ton organisation et surtout comment tu peux les intégrer dans ta culture. Ça te permet de reconnaître qu'il y a d'autres valeurs. Oui, mais François... Le monde ne se limite pas à 4 valeurs, comme le manifeste le dit. Oui, mais il n'y a pas quelques valeurs de base qui... Je ne sais pas si on peut dire des valeurs de base, mais des... Peut-être pas des valeurs, mais en tout cas des pratiques ou des approches de résolution de problèmes ou des approches de compréhension même du monde qui nous entoure, qui doivent s'imprégner maintenant. Je pense, par exemple, à s'inspecter et s'adapter. Donc, d'être dans un cycle où est-ce que tu sais, puis même on pourrait le ramener au plan do, check, act, c'est-à-dire, mais on peut résumer ça, dire je m'inspecte, je m'adapte, donc je suis en perpétuelle évolution. Si t'as pas ça, tu sais, là, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est une forme de dogmatisme. Tu dis, si t'as pas ça, t'es pas vraiment une organisation, en tout cas apprenante, une organisation qui est en train d'être en mesure de pouvoir accueillir favorablement des pratiques agiles. Pour moi, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il faut voir le monde avec beaucoup de nuances. Puis, ce que je propose, c'est de dire, évidemment, si tu dis la culture d'agilité, voici les valeurs et les principes, puis tu peux les faire exister dans n'importe quel système de valeurs, puis là tu as tellement dilué l'affaire que, en fait, il n'y a plus d'agilité là-dedans. Pour moi, c'est reconnaître que dans une culture d'une organisation, il y a beaucoup plus que les 4 valeurs et les 12 principes de l'agilité. Il y a un paquet d'autres valeurs et de principes. Et c'est-à-dire comment tu peux intégrer ces valeurs-là. Et forcément, tu vas arriver,
si tu dis, je vais prendre la valeur, la collaboration plus la négociation, ben, il y a certaines valeurs qui vont être en opposition, qui pourront pas exister dans cette culture-là. OK? Donc, pour moi, c'est ça que je veux reconnaître. Et puis de pas tomber dans le dogme de, ben, une organisation agile, c'est une organisation avec 4 valeurs puis 12 principes. Okay. C'est une organisation qui intègre bien ces 4 valeurs-là et ces 12 principes-là à travers d'autres principes, d'autres valeurs, puis qu'elle a aussi la maturité de peut-être se dire, ben, il y a peut-être quelques-uns des principes qui fonctionnent pas bien dans mon contexte, puis c'est pas un drame. Sauf que si tu arrives puis tu analyses la culture, puis tu regardes les 4 valeurs de l'agilité, puis ce que tu vois, c'est un système de valeurs complètement en opposition avec ces 4 valeurs-là, ben là, tu n'as pas une culture d'agilité. Mais je pense que de prendre ce recul-là, ça nous permet, en tout cas moi je pense, comme conseiller, dans notre cas à Pyxis, qui vont aider des organisations à intégrer ces principes-là, ça nous permet d'être beaucoup plus généreux, puis d'être dans une conversation beaucoup plus constructive avec le client. Parce que là, on est dans une conversation où on fait, si ces valeurs-là, les principes de l'agilité t'interpellent, tu dis, tu m'appelles pour ça, ben, tu dis, OK, comment on va faire évoluer les choses vers ça? Puis c'est ça, c'est de reconnaître que chaque organisation part d'où est-ce qu'elle est aussi. Exact, puis elle a sa propre culture, puis à la fin, elle va avoir une culture dans laquelle elle va avoir ses propres valeurs, dans laquelle elle va avoir intégré des valeurs et des principes d'agilité. Si je ferais un petit résumé vite, pas un résumé, mais à mon avis, une des choses qu'on va chercher à inculquer à ces organisations-là, c'est de reconnaître qu'un processus d'essai-erreur est fondamental. Faut accepter l'erreur, faut se permettre de faire des essais, puis chercher à ce moment-là toujours à avoir un système qui va se spécialiser ou en tout cas se spécifier en fonction de nos succès, puis dire c'est ce que je garde, c'est ce que je garde, c'est ce que je garde. Exact. Mais ça ne voudra pas dire que dans une organisation qui va assimiler ça, qu'elle continuera pas à utiliser une approche très prescriptive, très définie pour certains types de problèmes qui se résoudent bien avec une bonne vieille formule mathématique. C'est-à-dire que une compagnie, je sais pas moi, qui fabrique une distillerie qui fabrique de l'alcool, ben, elle se mettra pas à fabriquer de l'alcool sur un principe d'essai-erreur. Elle dit, écoute, il existe des formules mathématiques, on les a formulées, on est capable de construire, on va continuer à prendre ce système défini-là, qui permet de construire, de faire une distillerie. Mais je pourrais peut-être avoir un processus d'essai-erreur, par exemple, comment je vais gérer mes êtres humains, parce que ça, c'est peut-être un niveau de complexité que je suis pas capable de voir la formule magique. Exact. Et ça t'amène à voir le monde avec beaucoup plus de nuances que de te dire, t'es soit agile ou pas agile. Ouais. Ou puis ça, ce discours-là, je l'ai malheureusement beaucoup trop entendu, moi, depuis 10-12 ans. Puis pour moi, c'est à la limite, dans certaines conversations, c'est condescendant. Parce que moi, j'ai l'agilité, puis c'est bien mieux que... Mais souvent, les gens qui vont avoir ce discours-là, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment saisi tu sais, ils sont vraiment au premier niveau, puis ils n'ont pas encore pris du recul pour se rendre compte, dire, ouais, écoute, là, il y a beaucoup de types de catégories de problèmes dans notre système. Ouais. Oui, il y en a des complexes qui se résoudent bien avec des techniques agiles. Il y a même des problèmes complexes qui peut-être demandent d'autres techniques que de l'agilité. Et il y a des problèmes simples, compliqués, qui, écoute, les pratiques de faire un plan puis de le suivre, vieille de 2000 ans, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas bête là-dedans aussi. Si tu me demandes de te faire une sandwich, là, je ne ferais pas un plan agile avec ça. Je vais prendre 2 tranches de pain, je vais mettre de la mayo, je vais mettre, qu'est-ce que tu veux, de la moutarde, de la viande. Il n'y a pas de plan agile là-dedans. J'ai 4 étapes, bien simples. Un livre de recettes, là, tu sais, il y en a des livres de recettes, là, faire la cuisine, mais ça dit, faites cette étape-là, mettez ça, c'est très défini, mais c'est ce qui est fabuleux d'ailleurs, avec qu'on peut faire à manger en ayant des approches définies. Et on est aussi omnubilé par les chefs qui ne survivront pas des approches définies, ils vont être très essai-erreur aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on crée aussi des super recettes. Mm-hmm. Mais reste que les livres de recettes, ils s'en vendent des milliers par année, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental aussi. Exact. On vit dans un monde où il y a des choses simples et il y a des choses complexes. Puis encore là, même les choses simples, comme fabriquer un gâteau, on sait que si on met pas, tu sais, des fois, juste la chaleur, le taux d'humidité, le fameux gâteau ne lèvera pas. Uh-huh. Même si on a une recette. Uh-huh. La recette est vraie dans un certain spectre de cas. Fait que dans le cas d'une organisation, on veut reconnaître que l'organisation, c'est un système complexe.
OK. Ça va continuer. C'est le quatrième des fondamentaux. On a vu le développement humain, la culture, avec la composante d'agilité, puis l'équipe comme élément structurant. Un autre élément fondamental, c'est de se dire que l'organisation humaine, c'est un système complexe, et de plus, dans cette organisation-là, on tente de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Donc, avoir une pensée complexe. Et c'est quoi un système complexe? C'est un système qu'on ne peut pas prédire facilement. Et Donc, garder le passé, ça sert à rien parce que le passé n'est pas garant du tout du futur. je dirais pas que ça sert à rien, mais c'est pas la seule utilité. Ouais. Mais tu vois, j'amène de la nuance. OK? Pas être dans la dualité il faut sortir de... Il y a des choses dans le passé qui nous sont utiles, mais le futur va être différent du passé. Donc, être capable de reconnaître qu'il y a quelque chose là. Moi, j'aime bien sursimplifier les choses. Des formations professionnelles de quelqu'un qui est dans un modèle de performance. Exact. Donc là, si on prend le point de vue management 3.0, on dit que tu es un gestionnaire. Tu as un point de vue de jardinier et ce que tu gères, c'est quelque chose de complexe qui a une activité complexe. Fait que ça a tout intérêt de comprendre qu'est-ce que c'est la complexité. Et évidemment, on a parlé, puis je vous conseille fortement d'aller écouter peut-être 3 ou 4 fois le TED Talk de Tim Harford. On va mettre le lien, nous, sur la page. Exact, parce que vous allez vous rendre compte que ça va percuter à différents endroits à chaque écoute. Puis vous allez commencer à saisir déjà votre mécanisme d'écoute. Parce qu'à la deuxième écoute, vous allez dire « Shit, il a vraiment dit ça? » Ben, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à la première écoute, 30 secondes avant, il a probablement dit quelque chose qui a été révélateur pour vous, puis là, vous êtes dans votre cerveau, en train de de traiter cette information-là, et vous écoutez plus. Et ça, je vous invite à considérer que ça vous arrive tout le temps en milieu organisationnel. C'est-à-dire des moments où vous êtes dans des meetings, et là, quelqu'un a dit soit quelque chose qui vous réactive parce que c'est contre vos valeurs, ou une idée géniale, mais vous écoutez plus. C'est juste déjà de saisir ça, c'est déjà Mais des fois, quelque chose de gros. Moi, des fois, je sens le besoin d'être très transparent, de leur dire arrête, là. Ouais. Tu sais, mais des fois, les gens n'aiment pas ça, que tu sois très transparent, en leur disant je t'écoute plus, là, j'ai besoin, donne-moi de l'air un peu parce qu'il faut que je décante des choses. Exact. Puis je vais revenir avec la bonne niveau d'attention à toi. C'est un peu déstabilisant pour les gens de se faire de ça parce que d'habitude, les gens le disent pas, les gens sont juste plus là. Puis, Dans le milieu organisationnel, en plus, on est dans une culture de go-go-go où on valorise tellement l'action. Fait que là, tu dis, j'ai besoin de réfléchir. Je dis, wow. Écoute, go. hein, ça me prend ça, là. Moi, François, j'aimerais aborder quelque chose avec toi parce que j'aime beaucoup tes 4 piliers. Hein? Le dernier, la partie systémique, je pense que moi, je vais te suggérer un 5e pilier. Moi, puis tu pourras argumenter en disant, Ben ouais, on jase. ça a peut-être pas de bon sens, ça a peut-être beaucoup de bon sens. Ce que je vais te suggérer comme 5e pilier, François, c'est que un élément très structurant aussi de l'organisation, c'est les extraits qu'elle produit. C'est-à-dire, la finalité, pourquoi elle est. Ouais. Donc, ça fait, mettons, 18 produits, mais tout ce qui est extrait. Pas les intrants, mais les extraits. Puis pourquoi les extraits? Je pense que c'est important. Je t'ai déjà glissé un mot que les extraits vont influencer beaucoup comment on va faire qu'on organise les équipes. Puis en faisant cette dualité-là, équipe, extrait, ça peut être une façon d'aborder la complexité ou en tout cas de réfléchir dans une vision plus systémique du système. Donc, je serais porté à dire, moi, mes extraits, tu sais, parce que qu'est-ce qui est important dans une approche agile? Ouais. C'est de dire, tous mes intrants, là, c'est trop compliqué, ça. Je vais focusser sur c'est quoi l'output, c'est quoi que je sors, puis je vais mesurer ça. D'ailleurs, tu sais, la majorité des frameworks agiles m'ont dit, la seule chose qui est importante, c'est le logiciel que tu produis à la fin. Dans une organisation, c'est quoi la seule chose qui est importante? C'est ce qu'elle produit, c'est la valeur qu'elle crée à la fin. Donc, pourquoi on les ramènerait pas comme un pilier structurant en disant, ben ça, ce que tu produis, ben, tu sais, tes équipes, là, puis ce qu'ils produisent, va falloir qu'il y ait quasiment une relation, en tout cas, quelque chose qui serait à 1-1, parce qu'à toi, fois que tu les ramènes pas en symbiose, tu crées une forme de complexité accidentelle, parce que, ultimement, dans la plus grosse organisation, ça serait capable d'avoir des petites équipes une petite équipe produit le produit jusqu'au bout.
Écoute, tu as réduit beaucoup de complexité. Ça veut dire que tu as ramené ça à 10 personnes et moins. Ça veut dire que l'équipe peut s'auto-gérer. D'ailleurs, un petit start-up, c'est quoi? T'es moins 10 personnes, tu as un seul produit, absolument, tu n'en as pas 25. Et tu as 3, 4 personnes qui travaillent avec une seule finalité. Puis c'est pour ça, absolument, qu'ils sont beaucoup plus agiles, sont beaucoup plus capables de se revirer de bord puis d'écouter le marché. Ce qu'une grosse organisation a de la misère à faire. C'est pour ça qu'elle souvent elle perd cette capacité-là d'être innovatrice. Donc, j'aime ce point-là. Mais bon, en fait, je vais essayer d'intégrer. Je te prends à bulle pour point. Non, mais je vais essayer d'intégrer ça dans le système de pensée que moi je présente dans la formation Management 3.0. Pour moi, c'est sûr que quand tu parles d'extrants, la chose la plus fondamentale à regarder, pour moi, c'est la mission. C'est quoi le but de l'organisation? C'est vrai, parce que t'as beaucoup d'extraits qui sont pas des vrais bons extraits pour ta mission. Fait que tu dis, ça, pour moi, c'est une des choses, OK? Puis, quand on regarde le système de management 3.0, à date, on a parlé des 4 fondations. OK? Donc, pour résumer, on avait les 4 fondations qui sont une culture d'agilité, le développement humain, la pensée complexe, puis l'équipe comme élément structurant. Puis, il n'y a pas d'ordre, hein? Pour moi, c'est 4 fondations. Ce que le système de management 3.0 nous amène, c'est de mettre 6 perspectives spécifiques pour amener des pratiques managériales concrètes. Ah, donc c'est vraiment pas juste, on reste pas juste au haut niveau d'abstraction-là, on parle vraiment de perspectives, de quasiment de techniques ou de pratiques. On va pas quasiment. C'est-à-dire, puis je vais vous c'est sûr que le but, là, c'est ceux qui sont intéressés, vous irez suivre la formation, ça dure quoi? C'est une journée, 2 journées? 2 journées. Donc, la première étape, c'est de lire le bouquin. Ouais. Et les 6 perspectives, c'est la perspective 1, c'est energize people. Donc, comment je garde les gens dans cette perspective-là, on explore comment un être humain est motivé. Okay, donc, dans le point de vue organique du développement humain et la pensée complexe, comment je garde les individus motivés. Une autre perspective qui est fondamentale, c'est la perspective Empower Teams. Ouais, donne du pouvoir à tes équipes. Comment je délègue? Parce que l'équipe auto-gérée ou auto-organisée, là, ça peut être interprété de 56 000 façons. C'est quoi l'interprétation qu'on veut ici, dans le contexte spécifique de l'équipe A? Qu'est-ce que le gestionnaire délègue à l'équipe? Donc, on vous donne des techniques puis des pratiques spécifiques pour dire, c'est quoi les décisions qui sont dans le pouvoir de l'équipe? C'est quelles les décisions qui sont dans le pouvoir du gestionnaire? Puis, évidemment, la délégation, c'est pas un concept binaire. OK? C'est-à-dire que je peux vous déléguer complètement, mais je peux vous le déléguer en partie. Donc, un principe de décision par consensus, par exemple, ainsi de suite. Donc, on va à intégrer la perspective de la fondation de l'équipe comme élément structurant à travers des pratiques spécifiques de comment je délègue à une équipe agile. La troisième, qui est en lien avec ton intervention, c'est ce qu'on appelle aligner les contraintes dans le système. OK. Donc, aligner les contraintes, la contrainte la plus fondamentale, c'est la mission. Parce que cette organisation-là, elle veut produire de la valeur, quelque chose de spécifique. Puis on peut l'appeler la mission ou le but ultime de l'organisation. Mais c'est aussi de reconnaître que dans le système, il y a d'autres buts. Puis on a tout notre langage, ok? C'est pas important, là. Tu sais, il y en a qui disent, on a une mission, une vision, des objectifs stratégiques, des tactiques. Pour moi, ce langage-là, c'est pas important. L'important, c'est d'en avoir un puis qu'on se comprenne. Mais vous, comme gestionnaire 3.0, c'est de se dire, comment j'aligne les contraintes dans le système? Comment je pose dans le système les buts d'une équipe ou la mission de l'organisation pour que le système se dirige. Parce que le système, il va s'auto-organiser, lui. Mais on veut que l'auto-organisation produise quelque chose de spécifique. Et c'est en alignant les contraintes... Parce que c'est un peu comme dans un canot. Si je donne pas les bons coups de pagaie, si j'aligne pas les contraintes comme il faut, je vais finir, je sais pas trop où, dans la rivière, mais si je les donne à bonne place, je vais vraiment aligner mon canot à bonne place. Exact. Puis on peut prendre aussi la perspective du jardinier. C'est-à-dire, si je m'en occupe pas, si la mauvaise herbe va pousser dans tous les sens. Mais c'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux comme plate-bande? Est-ce que c'est une plate-bande avec des vivaces ou pas des vivaces? Je veux-tu des citrouilles dedans, des tomates? En tout cas, dépendant de ce que je décide, Exact. Donc, on vous donne des pratiques spécifiques pour aligner les contraintes dans une perspective systémique. On va vous dire, il faut les reviser souvent parce que vos contraintes... S'inspecter, s'adapter. Exact. L'autre perspective, c'est la perspective de développement des compétences. Donc,
de développer votre organisation au niveau compétences. Donc, compétences des individus. Donc, je fais du Scrum, mais c'est quoi comment je passe puis là, on enseigne des modèles de développement comme Shuari ou les modèles de développement de Dreyfus. Donc, comment j'utilise ces modèles-là pour développer les gens dans des compétences qui ont de la valeur pour mon organisation. Donc, on vous donne encore une fois des pratiques spécifiques managériales. Mais, François, la majorité des gestionnaires qui vont suivre ça, tu es en train de leur dire, ce que vous faites aujourd'hui, là, c'est pas ça partout de votre job, voici ce qui devrait être votre job, puis ils doivent être déconcertés, en tout cas, je te laisse même pas finir, puis déjà, mon premier réflexe, c'est de dire, ils doivent se sentir tellement déstabilisés, puis pas trop savoir par quel bout prendre ça, ou tu vas me dire, non, ils suivent tout à fait, puis ils sont très enthousiastes. Peut-être ma perception est négative. En fait, la plupart sont très enthousiastes, sont forcément déstabilisés. Puis moi, ce que je leur demande à la première minute du cours, c'est de se mettre dans le cadre d'un apprenti. Okay. Être prêt à ça. Puis ce qui va se passer le lendemain de la formation, c'est ce qui se passait avant. OK? Puis l'idée, c'est pas de faire la révolution. C'est que maintenant, qu'est-ce que j'ai appris comme valeur? Est-ce que ça m'influence? Ou je sors de ce cours-là, puis j'ai réalisé, en fait, que la culture d'agilité, ça m'intéresse pas. C'est déjà un gros apprentissage. Donc, qu'est-ce qui m'interpelle là-dedans? Puis je regarde les pratiques managériales, lesquelles je peux prendre tout de suite. Si je me dis, hey, j'ai suivi un cours, puis demain, je vais faire exactement tout ce qui a été dit dans le cours, et c'est sûr que ça fonctionnera pas. En tout cas, les gens vont te trouver pas mal rock'n'roll parce qu'on va dire, où t'es allé? Tu peux-tu donner un peu de contexte? Exact, mais peut-être, par exemple, dans la délégation aux équipes, on donne un petit jeu qui s'appelle le Delegation Poker. Ah, ben, peut-être que j'ai déjà des équipes agiles dans mon organisation, puis je vais appliquer ça. OK, donc, je pense que c'est de faire ça avec une ouverture puis une humilité. Puis moi, j'ai pas la prétention qu'en 2 jours, on va avoir donné la recette. C'est un système complexe. Puis là, tout à l'heure, moi, je t'ai coupé la parole. Donc, tu étais en train de lister justement les différentes pratiques. Est-ce que tu avais fait le tour pas mal? Non, en fait, j'ai pas mal, mais on a fait Energize People, Empower Teams, Align Constraints, Develop Competence. La 5e, c'est Growth Structure. Donc, comment je fais évoluer les équipes, puis je reformule les équipes. Donc là, on donne aussi des jeux pour dire, OK, mais là, j'ai des équipes multifonctionnelles, d'autres équipes qui sont des départements non fonctionnels, comment je les articule avec des principes, et encore une fois, dans une pensée complexe, où je sais que ça va évoluer, puis un bon gestionnaire, pour moi, c'est un gestionnaire qui fait évoluer son organisation sans trauma. Tu sais, les grosses réorganisations où pendant 6 mois avant, le monde capote, puis pendant 6 mois après, il capote, mais différemment, là. Pour moi, il y a quelque chose que le gestionnaire fait pas correct là-dedans. Ben, il y a un petit power trip à quelque part. Ben, pas nécessairement. Il y a probablement derrière ça, peut-être parfois. Bonne volonté, là. Parfois ça, mais peut-être aussi que, ben, t'as laissé ton organisation tu l'as pas tellement pas fait évoluer pendant un certain temps, que là, tout à coup, tu te dis, mais là, il faut faire une révolution. L'analogie qu'on pourrait faire, c'est ce qui se passe trop souvent avec nos logiciels, c'est-à-dire que les logiciels deviennent tellement plus capables d'être évolués qu'à un moment donné, on les perdure encore 1 an ou 2, puis à un moment donné, on les jette aux poubelles pour en réécrire une nouvelle version de bout en bout. Et encore là, on va la faire vivre et en la laissant perdurer, puis à un moment donné, on la jette aux poubelles, puis on la recommence. Puis il y a des organisations, c'est leur modèle. Dans tous les 2-3 ans, ils jettent aux poubelles, ils refont l'application. Ils essaient de dépenser le moins d'argent possible pour la refaire parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ont envie ces 2-3 ans. Tandis qu'il y a d'autres, une autre approche qui dit, écoute, je vais construire un logiciel qui va durer pour 15-20 ans, puis ça va coûter un peu plus cher peut-être le faire, mais il va me durer 15 ans, 20 ans. Puis je vais amener de la nuance là-dedans, c'est que dans une organisation donnée, tu as un mélange de tout ça. C'est-à-dire que tu as des systèmes que tu vas changer aux 2 ans, puis tu as des systèmes qui vont durer longtemps. Ceux qui sont pas stratégiques, tu vas peut-être pas dépenser beaucoup d'argent pour, parce que ça te donne aucun avantage concurrentiel par rapport à ta mission. C'est là que ça aligne avec la mission, là. Puis la dernière perspective, c'est la perspective du changement. Donc, on vous donne un modèle, comment j'amène du changement dans un système social. Donc, avec 4 facettes, regardez le système lui-même, les individus dans le système, les interactions entre c'est là où on parle, par exemple, de la modèle de diffusion d'une innovation de Moore ou de Rogers. Et là, je dis, OK, mais si je regarde mon changement
un peu, entre guillemets, comme un virus dans l'organisation. Faut que je trouve c'est qui mes innovateurs, parce que c'est eux autres que je vais pouvoir faire. Exact, ça c'est une... Faut que je sache que je vais avoir un lag entre le monde, l'autre gang n'embarquera pas tout de suite, là. C'est qui la gang, c'est quoi leur identité. Donc, on vous donne un modèle pour réfléchir d'un point de vue systémique à comment j'amène des changements significatifs dans une organisation. Fait que le gros sommaire de toute cette conversation-là, d'à peu près 1h30, là, c'est 4 fondamentaux, pour moi, qui sont une culture d'agilité, mettre le développement humain comme un impératif au cœur de l'organisation, les équipes comme éléments structurants, puis une pensée complexe. Tout ça se décline dans 6, on pourrait dire, perspectives ou vues du gestionnaire qui l'amènent dans des pratiques concrètes à son quotidien qui sont Energize People, donc garder les individus avec énergie, motivés. Empower Teams, donc garder les équipes. Empower, c'est un mot difficile à traduire. Hein? Ouais. Ils ont le contrôle, ils sont responsables. La 3e perspective qui est aligner les contraintes dans le système. La 4e, développer la compétence. 5e, évoluer la structure, donc growth structure. Et la 6e qui est la perspective de changement. Donc ça nous donne une pensée managériale face à une organisation agile. Et dans la communauté Management 3.0, on va de plus en plus créer, on travaille avec Jürgen sur certains nouveaux jeux, certains nouveaux articles. Parce qu'il y aura peut-être une formation avancée qui viendra par après. Pas nécessairement avancée. Pour moi, c'est de vraiment encore plus ancrer ça dans des pratiques concrètes. Okay. Puis pour moi, c'est important que ça arrive en 2e, parce que si on donne les pratiques en premier, ben les gens vont s'accrocher à ça, puis ils n'auront pas saisi le point de vue, les fondamentaux, tout ça. Okay. Donc, dans le courant de l'année, là, si vous êtes attentif sur LinkedIn, sur les groupes Management 3.0 ou sur tous les différents médias sociaux, vous allez voir plusieurs nouveaux articles apparaître, des nouveaux jeux, des nouvelles pratiques managériales concrètes pour les gestionnaires pour rendre votre organisation la plus agile possible. Ben, merci François. Écoute, nous, les différentes choses qu'on va parler, on va mettre les liens, puis c'est sûr qu'on va aussi mettre le lien vers votre formation, Management 3.0. Merci. Ben, sur ça, écoutez, on est fin mai. Absolument, avec Guy, j'aurais fait une petite, la partie des actualités avec M. Guy Barrette, mais Guy n'étant pas là, on va sauter les actualités. Et de toute façon, de Stacy, la seule actualité qu'on entend parler, c'est que Facebook est à la bourse, puis leur action perd la valeur. Est-ce que l'émission va être publiée avant le 30 mai? Probablement, parce que je vais la monter, je devrais la monter en fin de semaine, oui. OK, mais à ce moment-là, on peut parler. Jürgen est là le 30 mai. Ah oui, on va glisser un mot là-dessus. À Montréal, hein, lui, il vient, c'est Agile Montréal qui est... Avec nous, Pixis. C'est le 30 mai qui va être ici? Ouais, je peux parler de l'événement rapidement, en 30 secondes. Vas-y. Donc, un événement super intéressant qui donne bien avec la publication de l'émission. Ça vous donnera pas beaucoup de temps, mais le 30 mai au soir, il y a un souper-conférence qui est organisé par Agile Montréal et Pixis, où Jürgen Appello, donc l'auteur du livre Management 3.0, va être à Montréal pour un souper-conférence. Donc, agilemontréal.ca ou pixistech.com. Vous pouvez trouver l'information et ça va être une super soirée le 30 mai. Donc, lui, il va faire aussi une présentation? En fait, il va faire une présentation de 60 minutes sur le modèle de changement. Ah, c'est intéressant. Donc, ça promet d'être super intéressant. Ben, en tout cas, c'est une invitation. C'est une invitation. Puis, encore une fois, François, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir, toujours. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation, parce que ça reste quand même le fondamental. On fait de la programmation, même si on aime parler de complexité, et sortir un peu peut-être du cadre formel de programmation. Donc, je vais souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on se revoit quelque part dans le mois de juin. Super, salut! Bye bye. Visual Studio Talk Show.